Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelat. Une affaire criminelle aujourd'hui, les fiancés de Fontainebleau, Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, qui disparaissent en 1988 au cours d'une randonnée dans la forêt de Fontainebleau. C'est une affaire que je ne vous ai pas racontée jusqu'ici, parce que c'est une affaire non résolue. Et même plus que ça, c'est une affaire frappée par la prescription, c'est-à-dire qu'elle demeurera non résolue pour l'éternité. Et pourtant, il y a eu une enquête très longue, il y a eu des pistes, tout avorté, et il y a même eu un procès qui s'est achevé par un acquittement au bénéfice du doute. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Le matin du 31 octobre 1988, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet décident d'aller faire une balade en forêt. C'est le week-end de la Toussaint, il fait beau, ils sont venus passer quelques jours chez les parents de Gilles à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Ils sont à quoi 10 kilomètres de la forêt de Fontainebleau. Ils se préparent un pique-nique. Dundee, viens mon chien, viens, on va promener, allez hop, en voiture. Les parents de Gilles les voient partir en direction de Fontainebleau, dans leur 304 blanche. Ils ne les reverront jamais plus. Jamais. Quand la nuit tombe, vers 18h, les parents commencent à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'ils font enfin? Je comprends pas. Ils ont un dîner ce soir chez des copains. C'est pas normal. Ils ont peut-être décidé d'y aller directement. Tu te fais toujours du souci pour rien. Mais enfin, il faut qu'ils se changent. Il faut qu'ils prennent une douche. Non, je m'inquiète. En général, s'ils ont du retard, ils préviennent. 19h, toujours rien. À 20h, Gustave, le père de Gilles, se met à appeler les hôpitaux du coin. Allô? Oui, bonsoir. Voilà, ma belle-fille et mon fils sont partis en forêt ce matin. Ils sont pas rentrés. On est un peu inquiets. Quel est leur nom? Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme. Ils conduisaient une 304 Peugeot blanche. Non? Bon. Bien, je vous remercie. À la même heure débute le dîner chez leurs amis. Au début, ils ne s'inquiètent pas, mais le temps passe, 21h, 22h, et eux aussi commencent à angoisser. Le lendemain, 1er novembre, la sœur de Gilles décide d'aller sur place. Je sais d'où il part en général, hein. Il part du parking de la Feuillardière, tu sais. Et puis après, il prend le GR11 dans le massif des Trois Pignons, tu vois. Je vais aller voir. T'as pas un double des clés de la 304? File-les-moi, on sait jamais. Sur le parking, la sœur tombe sur la 304 fermée. Elle l'ouvre. Rien d'anormal. Donc ça n'est pas un accident de voiture. S'il leur est arrivé quelque chose, c'est dans la forêt. Ils ont peut-être glissé dans une crevasse, ou alors ils sont tombés dans un marécage. À moins qu'ils se soient perdus. On peut se perdre en forêt de Fontainebleau, même si Gilles connaissait bien le coin. Quoi qu'il en soit, il faut prévenir les gendarmes, cette disparition est très inquiétante. Les gendarmes laissent passer un peu de temps, 24 heures. Et puis le 2 novembre, 2 jours après la disparition de Gilles et Anne-Sophie, ils décident d'organiser une grande battue à partir du parking. 200 hommes sont mobilisés. Ils remontent le GR11, ils ratissent le massif des Trois Pignons. Ils ne trouvent aucune trace du couple. Pas un vêtement, pas un objet personnel, rien. Et pas de trace non plus de leur berger des Pyrénées, Dundee. Et là, ça devient vraiment très inquiétant. Ils font une deuxième battue le 4 novembre, qui mobilise celle-là 700 hommes, autrement dit des moyens considérables, titanesques même. Messieurs, vous allez quadriller le terrain avec méthode selon le plan qui vous a été distribué. Je vous demande d'être très vigilants. Nous recherchons des indices même minuscules. Ils partent du parking,
Des gendarmes à pied, d'autres à moto, d'autres même à cheval. On a fait venir le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Rendez-vous compte. Comme il y a 2 jours, ils partent du parking de la Feuillardière et ils s'enfoncent dans le massif des Trois Pignons. Ils ratissent une zone de 30 km². Ils fouillent aussi les abords de la maison des parents de Gilles, les Naudet. Chou blanc sur toute la ligne. C'est ce jour-là que dans les journaux, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet deviennent les fiancés de Fontainebleau. Et le temps passe. 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6 jours. À un moment, bien sûr, on se demande s'ils n'ont pas pu s'enfuir tous les deux, en amoureux. Ça arrive, hein, la fougue, la passion, ça peut faire perdre la tête. Mais là, Anne-Sophie est assistante sociale à Créteil. Elle travaille pour l'office départemental HLM. Et Gilles est employé de banque au Crédit Mutuel de Créteil. On a affaire à un couple bien intégré, stable. Ils projetaient de se marier. Alors non, ils ne sont pas partis jouer les amoureux fous à l'autre bout du monde. Non. Et puis pourquoi seraient-ils partis sans leur voiture et sans leur papier d'identité, avec pour seul viatique leur sac à dos de pique-nique? Non, décidément, l'hypothèse d'une fugue ne tient pas. Et celle d'une histoire de famille, alors. Un règlement de compte familial. Les gendarmes s'intéressent aux Naudet et aux Vandamme. Et non, encore non, le père Naudet, Gustave, est un garagiste à la retraite. Le père Vandamme, René, est maire d'hiver droite de la commune de Voisin-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Il n'y a pas de cadavre dans le placard, il n'y a pas de conflit entre les 2 familles, il n'y a pas de rancœur cuite et recuite dans aucune des 2 familles. Ce sont des gens normaux. Et maintenant, il faut que je vous présente un personnage qui va beaucoup compter dans cette histoire. C'est un journaliste, Christian Porte, qui travaille pour le journal local, le Républicain. Il a suivi les 2 battus, cette enquête l'intéresse. Et il a une idée. Car savez-vous qui habite à quelques centaines de mètres de la maison des parents Naudet, à Bois-le-Roi? Le président égyptien, figurez-vous, Hosni Moubarak. Il possède là une résidence secondaire. Lui, honnêtement, il n'est pas là souvent. Mais son fils, Allah, il passe pas mal de temps. Et Christian Porte s'est aperçu, en comparant des photos, que le fils Moubarak ressemble à Gilles Naudet. Je dirais pas que ce sont des sosies parfaits, hein, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent. Et là, vous voyez où il veut en venir. Quelqu'un a voulu s'en prendre à Allah Moubarak, et il s'est trompé. C'est une piste qui ne tient pas bien longtemps parce que les gendarmes se renseignent, Allah Moubarak n'était pas à Bois-le-Roi ce week-end-là. Alors à moins d'avoir affaire à des terroristes amateurs qui n'auraient pas pris la peine de vérifier que leur cible était sur place ce jour-là, ça ne tient pas. La piste égyptienne se referme. Reste la piste de l'accident de chasse. Et oui, le 31 octobre, veille de la Toussaint, c'était l'ouverture de la chasse. Alors est-ce que nos 2 amoureux n'ont pas été victimes d'une balle perdue? Un accident, quoi. Des chasseurs qui les tuent par hasard et qui font disparaître les corps pour ne pas avoir d'ennui. Les gendarmes établissent que ce jour-là, il y avait 55 chasseurs dans le secteur. Ils leur rendent visite, un par un. Et comme ils pouvaient s'y attendre, ils ne tombent pas sur de grands bavards. Les chasseurs n'aiment pas qu'on les soupçonne de tirer à tort et à travers. Donc les gendarmes y vont avec des pincettes. Bien sûr, on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Si on vous interroge, c'est pas qu'on vous soupçonne, hein. On se dit simplement que vous auriez pu voir quelque chose d'anormal, remarquer un intrus. Vous êtes peut-être témoin malgré vous. Un intrus? Vous voulez dire un braconnier, peut-être, hein? Les braconniers, nous, on les connaît pas, ces gens-là, hein? Nous, on fait tout dans les règles. Ils n'en tirent rien. Rien. Ils n'ont rien vu, rien entendu, rien remarqué. Sauf que le journaliste Christian Porte fait une rencontre fort intéressante. Un garde forestier du coin. Oh ben ce jour-là, ça tirait dans tous les coins. Venez y voir vous-même. J'ai même reçu une balle dans la porte arrière de ma voiture. Eh ben, vous êtes journaliste, allez-y. Faites la photo de l'impact, hein. Montrez-la dans le journal.
Clic, clac, Kodak, Christian Porte fait la photo, la preuve que ce jour-là, il y a bien eu des balles perdues. Alors si ça ne sont pas les chasseurs, est-ce que ça ne serait pas les braconniers ? Les chasseurs n'ont pas totalement menti, hein. Il y a pas mal de braconniers dans le coin qui barbotent du gibier pour le revendre au resto. En général, ils opèrent la nuit, et donc plusieurs nuits de suite, jusqu'à environ la mi-décembre, les gendarmes planquent dans la forêt. Ils cherchent à pincer les braconniers, et pourquoi pas l'assassin. Mais ça ne donne rien, une fois de plus. L'enquête est au point mort, les fêtes de fin d'année arrivent, ça fait 2 mois que Gilles et Anne-Sophie ont disparu. Et puis le 10 janvier 1989, au matin, des chasseurs sont attirés par leurs chiens vers un tas de branchages, au lieu-dit la mare aux joncs. Ils s'approchent et ils voient une main qui dépasse. Ils pensent tout de suite qu'il peut s'agir des fiancés de Fontainebleau, alors ils ne touchent rien et ils vont prévenir les gendarmes. C'est près d'une zone marécageuse du massif des Trois Pignons de la forêt de Fontainebleau qu'en début d'après-midi, des gardes forestiers ont retrouvé des corps dissimulés sous des branchages. 3 cadavres, ceux d'une femme, d'un homme et d'un chien, en état de décomposition avancée. Difficile alors de ne pas faire le rapprochement de cette macabre découverte avec la disparition il y a 2 mois et demi maintenant de Gilles Naudet et Anne Vandamme dans ce même secteur. Quand les gendarmes arrivent sur place, la nuit est en train de tomber, on est au mois de janvier, la mare est gelée. Bon les gars, on fait rien ce soir, hein. La scientifique viendra demain matin. D'ici là, vous me protégez l'endroit, personne n'approche. Et le lendemain matin, les experts de la gendarmerie se mettent au travail. Délicatement, ils retirent une à une chaque branche et chaque feuille qui recouvre le corps. Et première constatation, les bruyères, les fougères, les branchages sur le corps sont frais. Donc les cadavres ne sont pas là depuis longtemps, les fougères sont encore vertes et les bruyères à peine fanées. On les a mis là récemment, 8 jours maximum. Une fois les végétaux enlevés, voyons les cadavres. Il s'agit bien des corps des 2 fiancés, ils ont sur eux les vêtements qu'ils portaient le jour de leur disparition. Notez que les vêtements d'Anne-Sophie sont descendus et que ceux de Gilles, au contraire, sont remontés. C'est le signe qu'ils ont été traînés là, avant d'être empilés. Autre chose, les corps ne sont pas colonisés par les insectes, ni dévorés par les charognards. Ils sont intacts, putréfiés, mais intacts. Donc, confirmation qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. On les a stockés ailleurs pendant plus de 2 mois et on les a mis là récemment. Ce qui rassure un peu les gendarmes, parce que je vous rappelle qu'ils ont mené dans le coin 2 battues et que les cadavres n'étaient pas là au moment des battues. On les a mis là bien après. Alors de quoi sont-ils morts ? Le médecin légiste révèle que les cadavres sont criblés de balles. 5 balles dans le corps de Gilles, 3 dans le corps d'Anne-Sophie et 2 dans celui de Dundee, le chien. Et ça ne sont pas des balles perdues, hein, parce que d'après le légiste, elles ont été tirées à moins d'1 mètre. Ils ont été exécutés à bout portant. Et d'après les balisticiens, il y a plusieurs angles d'entrée des balles, donc il y aurait plusieurs tueurs, au moins 2, qui ont tiré sans doute simultanément de 2 endroits différents. Ah, le calibre. Le calibre des balles, c'est du 22 long rifle, de marque unique, modèle X51 bis. C'est précis, hein ? Et ça, ma foi, ça n'est pas une arme de chasseur. Ça serait plutôt une arme utilisée par des braconniers. Dernière chose, sur un rocher près du corps, il y a des traces de peinture verte. Regarde là. On dirait qu'une voiture a accroché. Tu crois pas ? Il y a aussi des traces de pneus. Une marque en général montée sur des 4x4 très répandue chez les chasseurs. Je résume ? Les corps ont passé 2 mois ailleurs, hors de la forêt. Mais où ? Ils ont été emmenés là récemment, 8 jours maxi, en 4x4. Peut-être par des chasseurs ou des braconniers. Mais alors pourquoi ? Pourquoi des chasseurs ou des braconniers auraient-ils tué à bout portant 2 jeunes gens ?
Et là, je suis au regret de vous annoncer qu'il va nous falloir faire un bond dans le temps phénoménal. Plus de 10 ans. Pendant 10 ans, vous entendez ? Rien de neuf. Pas une piste. Pas le début d'une enquête. Les parents, pensez aux parents. Leurs enfants ont été assassinés, ont été exécutés même. Et on n'a aucune explication à leur proposer. Des supputations, oui. Ah, les chasseurs, ah, les braconniers. Mais en réalité, aucune preuve, aucun indice. Et ça dure comme ça jusqu'au 27 janvier 1999. Ce jour-là, à Colombier-Fontaine dans le Doubs, très loin donc de la forêt de Fontainebleau, une vieille dame va voir les gendarmes. « Bonjour. Voilà. J'ai entendu une dame de ma connaissance parler de son petit-fils. Et il aurait dit qu'il était responsable du meurtre de Fontainebleau. Vous voulez dire qu'il a revendiqué le meurtre ? Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez le nom de ce jeune homme ? Oui, il s'appelle Cédric. Le temps que l'information remonte aux gendarmes de Seine-et-Marne, et là ça fait ding-ding, parce que ce Cédric, nom de Dieu, figure déjà dans le dossier. C'est un braconnier, il était sur place le jour de la disparition. Et entre nous, il a le profil. C'est un zinzin des armes, qui va régulièrement jouer à la guerre du Vietnam en forêt de Fontainebleau. Il porte 24-24 un treillis militaire. Il est solitaire et il a fait un stage dans une armurerie. Et donc, il se serait vanté d'avoir tué les fiancés. Cédric est interpellé chez lui en région parisienne le 11 février 1999. Il a 27 ans, il en avait donc 17 au moment des meurtres. On fouille son domicile. Et sur quoi est-ce qu'on tombe ? Au milieu de tout un arsenal de carabines et de revolvers. Une 22 long rifle de modèle unique, modèle 51 bis. C'est l'arme des meurtres. S'il avoue, il est cuit. Au début, il dit qu'il n'était pas à Fontainebleau le jour des meurtres. Et puis après quelques heures de garde à vue, il reconnaît que peut-être, un jour, il ne sait plus quand... J'étais avec Marcel. On était sur le plateau. J'ai vu une ombre. J'ai tiré 2 cartouches avec ma 22. C'est possible que cette ombre, c'était une personne. Quelques heures plus tard, deuxième version. En plus de son ami Marcel, Cédric implique son père. On était tous les 3 en poste avec mon père. Dans la ravine du plateau de Coquibus. Oui, Coquibus. On a entendu un bruit dans les feuillages. Et Marcel nous a dit de tirer. À ce moment-là, mon père et moi, on a fait feu. Moi, j'ai tiré à 4 reprises. Et mon père, 2-3 fois. Et après, on s'est aperçu que c'était un homme. Et dans une troisième version, Cédric dit qu'il n'était qu'avec son père. Ajoutez à cela qu'il donne des détails assez troublants. Il décrit notamment les cris poussés par les victimes. Ça ne s'invente pas, ça. Et les vêtements qu'il portait. Et ça, c'est plus troublant, parce que ces détails ne sont jamais parus dans la presse. Il n'a pas pu les inventer. Alors, est-ce que la carabine 22 long rifle qu'on a retrouvée chez lui est l'arme du crime ? En théorie, c'est facile à dire, Toutes les armes laissent une trace caractéristique sur les balles. Toutes. Sauf que là, c'est râpé. Cédric a modifié le canon et il a passé la culasse à la lime et à la toile émery. Donc, pas de preuves matérielles, il faudra se contenter de ses aveux. Sauf que ses aveux, il revient dessus devant la juge d'instruction. Mais j'ai avoué sous la pression des gendarmes. Ils m'ont insulté, ils m'ont giflé, ils m'ont même écrasé le pied pour que je parle. C'est pas moi. Classique. Mais est-ce qu'il faut le croire dans cette reculade ? Il a quand même donné beaucoup de détails. Et donc la juge le met en examen pour homicide volontaire et l'envoie au Niouf, 10 ans après. De même d'ailleurs que son père et son ami Marcel. Pas pour longtemps, pour ce qui est des 2 derniers, ils ont un alibi, ils sont relâchés. Cédric est présenté à des experts psychiatres. Ils établissent que c'est un rebelle,
qui se prend pour Rambo, qui est fasciné par les armes. Il diagnostique des troubles du comportement, mais rien qui puisse lui éviter un procès. Il y aura donc un procès. Le procès de Cédric s'ouvre à Évry en novembre 2001, devant la cour d'assises des mineurs, puisqu'il avait 17 ans au moment des faits, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je n'ai pas le droit de vous donner son nom. Dans le box, Cédric est mutique, prostré. Ses avocats plaident qu'on lui a extorqué ses aveux, et en face, on dit que ses aveux sont trop complets pour avoir été inventés. Et donc on fait venir à la barre les gendarmes qui ont recueilli les aveux. Et c'est un moment, je dois vous le dire, très dérangeant, parce qu'ils se mettent à transpirer comme des bœufs. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? L'un des gendarmes frôle même l'évanouissement. Il réclame une chaise. Et allez voir, je vous le dis franchement, on se dit qu'il est possible qu'ils aient un peu secoué le jeune Cédric pour obtenir des aveux. Dans la foulée, Cédric lui-même raconte que ce sont eux qui lui ont soufflé le nom du lieu-dit où il dit avoir tiré sur une ombre. Ils m'ont fait une charade. Le plateau de coquibus. Ils m'ont fait deviner coq, puis qui, puis bus. C'est eux qui m'ont soufflé le nom. Les jurés sortent de cette séquence avec un gros doute. Alors à la fin, l'avocat général a beau réclamer 30 ans de réclusion criminelle, c'est le doute qui l'emporte. Et d'ailleurs, c'est la règle, en principe, à la cour d'assises. Le doute doit profiter à l'accusé. Et Cédric est acquitté. Les parents de Gilles et d'Anne-Sophie, évidemment, sont catastrophés. Ils accepteraient peut-être le verdict si, en échange de l'acquittement de Cédric, on leur proposait un autre coupable. Mais malheureusement, on ne va pas trouver d'autres coupables. Enfin, la justice n'en trouvera pas. Le journaliste Christian Porte, lui, va trouver des suspects. Mais trop tard. Et alors, est-ce que l'enquête reprend après ce fiasco judiciaire ? Eh bien non, parce qu'il n'y a pas d'autres pistes. Et donc à un moment, quand il n'y a pas d'autres pistes, on classe, on range le dossier sur une étagère. Tant pis, ce sera un crime sans coupable. Ça arrive. Sauf que le journaliste Christian Porte, lui, ne veut pas lâcher l'affaire. Vous vous souvenez que les corps ne sont pas restés dans la forêt pendant 2 mois et demi. On en est sûr. Ils ont été stockés quelque part pendant 2 mois. Où ? Eh bien, Christian Porte a une idée. Il y a des maisons dans la forêt. Des maisons forestières. L'une d'elles, la maison nommée La Vendée, était occupée à l'époque du drame par un agent de l'Office national des forêts. Eh bien, quelques semaines après la disparition des 2 fiancés, il a obtenu sa mutation dans le sud de la France, à Montpellier. Louche. Et puis son chef de service s'est suicidé 5 ans plus tard. Est-ce qu'il était au courant ? Est-ce qu'il savait quelque chose ? Le journaliste va en parler aux gendarmes, qui se rencardent sur le cas de cet homme. On leur dit que le type était dépressif, que son suicide n'a rien à voir. Ok. Et puis voilà, le temps passe, il n'y a plus d'enquête puisque le dossier est classé, et en 2011 arrive la prescription. C'est terrible pour les parents, ça veut dire qu'à partir de maintenant, même si on trouve un suspect, ça ne sert plus à rien. Il ne pourra plus y avoir de procès, c'est fini. Fini. Et pourtant, il y en a toujours un qui ne lâche pas l'affaire. Christian Porte, c'est l'enquête de sa vie. Il a écrit 2 livres sur le sujet. Et après la publication du dernier, Les vérités interdites d'un fiasco judiciaire, il reçoit 2 appels. 2 appels qui désignent tous les 2 un coupable. Avec un bémol, les 2 témoins tardifs veulent rester anonymes, par peur de représailles. Cela dit, même s'ils acceptaient de balancer le nom d'un nouveau suspect, qu'est-ce que ça changerait ? Les faits sont prescrits. Prescrits. Sans justice, il ne pourra pas y avoir de vérité. Et donc, il n'y aura jamais de vérité dans cette affaire. Pour commenter son histoire du jour,
Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et je suis donc avec Christian Porte pour le débrief de cette histoire. Christian, vous êtes un journaliste qui s'est intéressé à cette affaire depuis le début. Vous avez participé au battu, suivi le procès. Vous connaissez le dossier sans doute aujourd'hui mieux que quiconque. Est-ce qu'il y a un gendarme qui connaît mieux le dossier que vous actuellement en exercice? Non. Non, je crois pas. Non, hein. Vous avez publié 2 livres sur le sujet, Qui a tué les fiancés de Fontainebleau en 2007, et très récemment, chez Edilivre, c'est-à-dire téléchargeable sur Amazon, Fiancés assassinés de Fontainebleau, les vérités interdites d'un fiasco judiciaire. Donc 2 personnes vous ont appelé très récemment. C'était il y a combien de temps ça? 2-3 mois. 2-3 mois. Avant les vacances. Quel est le profil de ces gens-là? Vous ne pouvez pas révéler leur identité. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, l'un des 2 témoins me donne des précisions sur un suspect, sur quelqu'un qu'elle connaît bien, la personne que la personne connaît bien. Oui. Décrit un certain nombre d'éléments que je peux pas vous livrer aujourd'hui. Mais qui ne peuvent être donnés que par quelqu'un qui a approché ce dossier de près. Tout à fait. Ce qui crédibilise le témoignage. Ce qui crédibilise le témoignage, et la personne me dit à un moment donné, si jamais Cédric avait été condamné, je me serais présenté parce que c'était une erreur judiciaire. Pour le faire savoir. Pour le faire savoir. Donc cette personne avait ça en elle depuis combien de temps? Pourquoi elle ne la lâche pas plus tôt? Pourquoi elle ne le lâche pas plus tôt? Je ne sais pas, je suis pas à sa place. Elle a peur? Je pense qu'elle a peur. Elle a peur de représailles parce que les personnes qu'elle désigne sont dans le monde de la chasse. Et que, c'est le décor de cette affaire. Ces personnes ont réalisé un témoignage écrit, si j'ai bien compris. En parallèle, vous leur avez demandé d'écrire tout ça? Demandé d'écrire, tout à fait. De manière à ce que vous aussi, vous ne vous lanciez pas dans de la diffamation, n'est-ce pas? Par exemple. Pour vous protéger. Ces écrits sont où? Dans un coffre? Dans un coffre, chez un avocat. Ils ne veulent pas donner leur nom. Néanmoins, vous avez pris contact avec les gendarmes. J'en ai parlé à un officier de gendarmerie, effectivement, qui avait suivi l'affaire à une époque. Mais qui n'est plus en exercice. Il n'est plus en exercice. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, puisque Qu'est-ce il qu'on n'y a peut plus faire de d'enquête ça? et que les faits sont prescrits? Alors, judiciairement, on peut plus faire grand-chose dans cette affaire. Mais moralement, on peut peut-être essayer de trouver. Essayer de répondre à la question que se posent les parents. Qui et pourquoi? C'est surtout le pourquoi sur lequel on bute, au fond. Parce que qui? Admettons que ce soit un chasseur ou un braconnier. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dézingue un jeune garçon, une jeune femme et un chien en pleine forêt parce qu'on est chasseur? À bout portant. C'est tout le problème. Il y a plusieurs pistes possibles. La partie de chasse qui dégénère parce qu'on est un après-midi et que le déjeuner était bien arrosé, donc on se maîtrise plus. Oui. Que le couple tombe sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Genre? Toutes les idées sont possibles. Ils peuvent être tombés sur un échange d'armes, sur un viol, sur des choses de cette nature. Mm-hmm. Témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et puis, il y a l'hypothèse basique. On tue le chien parce qu'on a confondu le chien avec du gibier. Gilles s'interpelle, il avait une certaine personnalité en disant c'est quoi ce bordel? On tire et on perd son sang-froid et puis c'est l'enchaînement criminel. Et on tue Anne-Sophie parce qu'on a tué Gilles. Parce que voilà, il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de témoins. On est là-dedans, dans le témoignage que vous avez recueilli, on est autour de ça, d'une scène de chasse qui dégénère. On pourrait être autour de ça. On pourrait être autour de ça. Alors donc, la prescription n'est pas négociable. J'imagine que vous vous êtes renseigné. Est-ce qu'il est possible néanmoins, malgré le fait que les faits soient prescrits, d'engager une enquête préliminaire? Les gendarmes pourraient moralement se pencher sur le dossier pour au moins vérifier les éléments qui m'ont été transmis. Est-ce que vous avez pris contact avec le suspect? Non. Il sait, à votre avis, que vous l'avez ciblé? Je ne sais pas. Parce que ça n'est pas la première interview que vous donnez? Tout à fait. Je pense que s'il s'est reconnu, il a des doutes. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir dans cette affaire, qui date d'il y a 30 ans bientôt, c'est que la moyenne d'âge des chasseurs de l'époque, c'était 30-40 ans. On rajoute 30 ans, les gens ont 70 ans. Oui. Peut-être qu'il est mort depuis. Vous n'avez pas vérifié s'il est encore vivant? Ou vous l'avez localisé? Je l'ai localisé, mais je ne sais pas encore s'il est vivant. Vous savez où il a vécu? Je sais où il a vécu, je sais ce qu'il a fait, je sais qui il était. Les parents, Naudet et Vandamme, eux, sont toujours vivants? Monsieur Naudet est mort il y a quelques années et Madame Naudet n'est pas en très grande forme en ce moment. Et les Vandamme? Plus de nouvelles. Vous n'avez pas de lien avec les Vandamme? J'ai plus de lien avec les Vandamme. Je pense que pour Monsieur et Madame Vandamme, ils ont refait leur vie à leur façon. Monsieur et Madame Naudet étaient plus âgés et
très attachés à leur fils. Je veux qu'on revienne sur quelques points. D'abord, le titre de votre livre parle de fiasco. À quel niveau, selon vous, se situe le fiasco ? Parce que ce qu'on voit quand on raconte cette histoire, c'est qu'il y a une mobilisation incroyable des gendarmes. La deuxième battue, moi j'en ai raconté des affaires criminelles. 700 personnes mobilisées pour une battue. Je crois que je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière, dont les cavaliers de la garde républicaine. Où est-ce que ça pêche ? Je crois que le fiasco, il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est la justice, c'est les juges d'instruction. Il y a aussi, on est confronté aussi au phénomène de mutation systématique dans l'administration. Donc on change de juge tous les 4 On matins. change de juge tous les 4-5 matins. Le juge qui arrive ne prend pas obligatoirement le dossier dans son ensemble. Et on arrive à un moment donné, on a perdu l'essentiel. Ça, c'est important que vous le disiez parce que ça pèse sur beaucoup d'affaires criminelles, ça. Les mutations. Seul moyen d'obtenir du galon dans la magistrature. Si on ne mute pas, on est payé toute sa vie au même salaire. Tout à fait, on reste dans un poste pourri, le cas échéant, et on bouge plus. La piste de Allah Moubarak, il n'était pas là. On l'a écarté tout de suite. Pour vous, elle n'a plus d'intérêt. Elle n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Strictement aucun intérêt. Où ont été stockés les cadavres ? Alors, il y a donc la piste de cet agent forestier qui est muté très rapidement après les faits et qui se suicide 5 ans après. On vous répond, il était dépressif. Et la piste se referme comme ça. Là, je vais apporter une petite précision, Christophe, si vous me le permettez. Allez-y. L'agent qui a été muté à Montpellier, c'est pas celui-là qui s'est suicidé. Celui qui s'est suicidé, c'est le chef de l'ONF qui était chargé de contrôler les parties de chasse dans cette partie-là. Donc c'était son chef hiérarchique. Oui. C'est celui-là qui s'est suicidé, du jour au lendemain, si j'ose dire. Et un suicide à propos duquel les gendarmes n'ont fait aucune enquête d'investigation. Mmh. On est parti du principe qu'il avait des problèmes familiaux, personnels. Donc on expliquait, il s'était suicidé, c'était à peu près logique. Sauf que dans le même temps, le colonel Recordon, qui était chef d'enquête à l'époque, et que vous connaissez, est venu dire qu'il savait peut-être des choses qui ont fait que ça l'a perturbé. Où est la vérité ? En tout cas, cette piste a été assez vite abandonnée et on n'est pas allé plus loin. On n'a pas été plus loin, à tel point que le président de la cour d'assises, lors de l'ouverture du procès, a cité ce responsable de l'ONF comme témoin. Et il a découvert qu'il était mort 5 ans plus tôt. Ouais. C'est dire si on n'a pas exploré la piste, et si au dossier il n'y a pas grand-chose là-dessus. Alors la grande question quand même, c'est où ont été stockés ces cadavres pendant 2 mois, si ça n'est pas dans cette maison forestière. Alors, ça peut être dans cette maison forestière, parce que les gendarmes ont quand même enquêté dans cette maison forestière, Oui. dont le rez-de-chaussée était la reproduction de la forêt avec un désordre innommable, mais dont le sous-sol vous auriez mangé par terre. Pourquoi ? Comme s'il avait été nettoyé. Il a été nettoyé. Et les chiens qui sont venus faire des repérages se sont arrêtés tous au même endroit, dans cette pièce. Donc il est possible que les cadavres aient été stockés là. Tout à fait. On a même retrouvé des poils de chat et de chien. On a su qu'il y avait des poils de chat, des poils de chien, mais on n'a pas su le modèle de chien. On était à une époque où l'ADN n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. En 88, on peut pas exploiter de l'ADN comme ça. D'ailleurs, à l'époque, puisque vous parlez d'ADN, il y a une trace d'ADN qui a été repérée sur les lieux de découverte des corps, Oui. qui n'appartient à aucun des protagonistes. Et qui est stocké dans le dossier ? On peut espérer. Pas sûr. Quand sûr. vous dites on peut espérer, pas sûr. La voiture verte. Il y avait bien une voiture verte. Il y a une trace sur le rocher. Oui, mais là, c'est pareil. Tous les chasseurs et les braconniers passent et repassent. Tout le monde a les clés de la forêt dans cette affaire. Oui. Donc, chercher celui qui a la clé, c'est pas la solution, puisque tout le monde a les clés ou les doubles des clés. Cédric est acquitté. Très difficile de faire peser la suspicion sur quelqu'un qui a été acquitté, mais est-ce que vous gardez dans un coin de votre tête que c'est peut-être Cédric ? Alors, je garde pas dans un coin de ma tête que c'est Cédric. Je garde dans un coin de ma tête que Cédric sait peut-être des choses. Il était peut-être avec d'autres. Il est peut-être avec d'autres. Comme il fréquente le milieu de la chasse et des braconniers, il a peut-être entendu des choses se dire. Parce que c'est très troublant, ces aveux détaillés tout de même. Et puis cette vanne de long rifle, qu'il a comme par hasard rectifié de manière à ce que des années après, on ne puisse pas remonter jusqu'à l'arme. Reste que si c'est Cédric, quelque part, qui est impliqué dans cette affaire, il n'est pas tout seul. Il y a 2 tireurs, il y a 2 angles de tir. Et la juge d'instruction, la dernière juge d'instruction, dans son renvoi, dans son mémoire de renvoi, soulignait même que Cédric ne peut pas avoir fait les choses. Le procès, vous n'y avez pas assisté, il était à huis clos, je suppose ? On y a assisté dans les couloirs. Dans les couloirs. Vous savez comment sont les indiscrétions des avocats.
Vous pensez que véritablement Cédric s'est fait manipuler par les gendarmes? Il semble que ce soit l'impression qu'a donnée l'audition des gendarmes devant la cour d'assises des mineurs. Manipuler, je ne sais pas, mais pourquoi les gendarmes ont menti? C'est une vraie... J'en ai parlé avec des jurés après, qui n'ont le droit de rien dire, Oui. mais qui ont admis que le fait que les gendarmes aient menti avait changé le cours du procès. Oui. C'est ça qui les a fait douter. À partir de ce moment-là, vous voyez les gendarmes qui viennent en grande tenue, qui jurent, dont on s'aperçoit qu'ils ont menti. Et on ne sait pas pourquoi ils ont menti, parce que s'ils avaient dit la vérité, ça changeait rien. Pourquoi ont-ils menti? Pourquoi ont-ils transpiré à grosses doutes? Pourquoi ça s'est vu, surtout? Pourquoi ça s'est vu? Parce qu'on peut penser qu'ils avaient fait une répétition avant. Ouais. Mais pourquoi avoir été dit on peut pas avoir influencé Cédric parce qu'on connaît pas cette affaire, alors que quelques mois avant, ils ont travaillé sur cette affaire? Et Christophe, vous savez, ce sont des gens de la section de recherche qui sont quand même des gens habitués aux affaires judiciaires. C'est leur métier. Donc sur une affaire de cette nature, ils peuvent pas avoir oublié en 3 mois. Qu'est-ce qui vous a amené à vous accrocher à cette affaire pendant 30 ans, Christian? C'est très simple. Je suis passé à l'endroit où on a retrouvé les corps. Oui. Ils y étaient pas quand on est passé avec les gendarmes. 2 mois après, ils étaient là. Je n'accepte pas de ne pas comprendre ce que je comprends pas. Donc, il y a quelque part un problème. Il a fallu 10 ans aux gendarmes pour reconnaître que la scène de découverte des corps n'était pas la scène de crime. Donc, dès le départ, on est parti sur de fausses informations, puisqu'on a pris comme argent comptant le fait que la scène de découverte des corps était la scène de crime. Les feuillages étaient frais. Ils n'avaient pas 2 mois et demi. Un corps en forêt de Fontainebleau aurait été dévoré par les sangliers, probablement. C'est probablement d'ailleurs pour ça qu'on les avait déposés où on les a déposés, pour qu'en une semaine ou 15 jours, c'est un endroit de passage des sangliers et du gibier, ils auraient été dévorés. Ils ne l'ont pas été, donc on est absolument certain que ces corps... En plus, le médecin légiste dit que l'état des corps est incompatible avec un séjour de 2 mois dans la forêt. Madame Naudet m'a dit, dès le départ, quand on lui a présenté les vêtements de son fils, Madame Naudet m'a dit, mais ils sortent de chez le teinturier. Ils étaient propres. Ils étaient propres. Donc les corps ont été stockés ailleurs. Vous ne seriez pas là aujourd'hui, Christian Porte, personne ne s'intéresserait plus à cette histoire. Oh, sûrement, probablement. Votre objectif est de la boucler quoi qu'il arrive? Je pense que, en mémoire des victimes, pour les parents, et plus globalement pour chacun d'entre nous, on ne peut pas accepter de se promener en forêt de Fontainebleau, d'être abattu et que c'est perte et profit. Est-ce qu'il y aura un 3e livre? Il est déjà en cours d'écriture, je suis sûr. Il y aura peut-être un 3e livre si on trouve le coupable. Mais il y a un autre débat qui se pose dans notre pays aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger. En Allemagne et en Suisse, la prescription, elle est de 30 ans. En Angleterre, il n'y a pas de prescription. En Hollande, il n'y a pas de prescription du tout pour les crimes de sang. En France, elle est de 20 ans aujourd'hui, elle était 10 ans à l'époque. Oui, mais... Et 10 ans après, il faut l'expliquer ça, 10 ans après le dernier acte de procédure posé. Tout à fait. Donc, en quelques années, on a progressé, mais on est passé de 10 à 20, on a doublé. Pourquoi pas aller jusqu'à 30 et pourquoi pas, pour les crimes de sang, pas de prescription? Vous pensez que 30 ans après, on peut établir une vérité qu'on n'est pas arrivé à établir pendant 30 ans? Oui, parce que le temps passe et que les pressions sont pas les mêmes. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à lire le livre de Christian Porte que vous téléchargerez sur Amazon, puisqu'il est édité par Edilivre, Fiancé assassiné de Fontainebleau, les vérités interdites d'un fiasco judiciaire. Merci beaucoup, Christian Porte. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.